Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le thème 4 et le dernier thème de la matière E1, culture de la communication. Elle sera découpée en deux parties et là on va voir le ciblage. Le ciblage est le premier outil de connaissance des cibles. Il est donc nécessaire. Il s'appuie sur une analyse des groupes et des sous-groupes d'individus afin d'en segmenter une partie des destinataires. Des destinataires ciblés par la marque par exemple. Les critères peuvent être variés, économiques, sociodémographiques, géographiques ou psychologiques. L'approche sociologique des cibles tient compte des faits sociologiques étudiés durant l'analyse microsociale et sociétale. L'approche sociologique des cibles s'élabore à partir de données statistiques. L'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, propose des bases de données dans de nombreux domaines. Recensement de la population, données historiques, etc. Il y a différents critères. Les 8 catégories socioprofessionnelles: agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, cadres, profession intellectuelle supérieure, profession intermédiaire, employés, ouvriers, retraités ou autres sans activité professionnelle. Pour d'autres critères, il y a aussi la classe d'âge, le sexe ou encore la répartition géographique. Pour rentrer un peu plus dans les détails, il existe le marketing générationnel. L'analyse générationnelle segmente les groupes de personnes selon l'appartenance à une classe d'âge. Chaque génération est marquée par des événements sociologiques, économiques et politiques. C'est l'année de naissance qui sert de marqueur plus que l'âge. Par exemple, les plus de 75 ans, génération qui a vécu la guerre et qui se caractérise par une faible consommation, sauf pour la santé, représentée par des femmes âgées qui accordent une grande importance à la valeur des choses. Les différentes générations sont très bien classées. On va commencer par les baby boomers. Ce sont les gens nés entre 1946 et 1964. C'est une génération issue de l'après-guerre, 39-45, qui savent travailler dur. Ils attendent une rémunération proportionnelle à leur effort et à leur contribution quant à l'aide donnée pour relever le pays après la guerre. Ils ont un esprit de compétition et veulent généralement être appréciés pour leur expérience. Ils sont aussi définis comme les jeunes retraités. C'est une génération au pouvoir d'achat élevé. Elle a connu la modernisation et vit pleinement sa retraite, voyages, activités, etc. Vient ensuite la génération X, née entre 1965 et 1979. Ils mettent la priorité sur leur carrière. Ils recherchent avant tout un travail valorisant socialement. Ils peuvent choisir de travailler à des horaires raisonnables pour des conditions de travail qui prennent en compte leur vie de famille. Cette génération a rencontré des difficultés à trouver un emploi à pérennité et bien rémunéré. Ils travaillent pour bien vivre et non l'inverse. Le travail est au cœur de leurs préoccupations. Cette génération égocentrée, stressée, s'adapte moins facilement aux nouvelles situations par peur de perdre leur emploi. Aussi définis comme les seniors actifs, c'est une génération aux revenus élevés qui représente environ 15% de la population. Ce sont les enfants de mai 68. Comportement marqué par les gros changements auxquels ils ont assisté ces dernières décennies. Ensuite, il y a la génération Y ou les millennials. Ce sont les enfants nés entre 1980 et 2000. Ce sont les enfants des baby boomers. Elle est connue pour être la génération des 3 I. Instant, impatience, indépendance. Le phénomène sociologique de cette génération peut même être défini par les mots suivants: indépendant, connecté, adaptable, mobile, info instantanée, engagement citoyen, globalisation, impatient, rapidement ennuyé. Ils ont grandi avec les écrans d'ordinateur et les consoles de jeux vidéo. Ils sont la première génération à être entièrement et véritablement nés avec le monde de l'Internet. Le monde de l'Internet, oui. C'est la génération de la télévision et du digital, omniprésent dans tous les secteurs, autant privés que professionnels, avec la création des métiers d'Internet, comme la première génération de YouTubeurs par exemple. Tout en étant réticents face à l'autorité, les millennials sont en contrepartie sociables, communiquent et partagent facilement. Le travail n'est plus au centre de tout. Ils ont réussi à introduire le besoin de phase de repos pour décompresser. Comme dit précédemment, ce sont les enfants des baby boomers. Ils bénéficient de la progression sociale des parents qui subviennent largement à leurs besoins. Cocoonés et avec beaucoup d'attention
de la part de leurs parents. Elle est aussi dite la génération de l'enfant roi. La génération Y refuse le monde établi par les générations qui précèdent. Et pour finir, la génération Z, née à partir des années 2000. Cette génération est la plus jeune des générations, car elle est née à partir de l'an 2000 et donc n'est pas encore arrivée sur le marché du travail. Elle est considérée comme la génération silencieuse. La technologie domine leur quotidien. Ils sont nés et ne savent pas vivre sans. Internet est leur outil principal de communication pour interagir, que ce soit dans le privé ou dans le travail. Cette génération est connectée en permanence. Elle s'identifie qu'avec et par les réseaux sociaux. Beaucoup plus réalistes que leurs prédécesseurs, pour eux, la vie et le travail doivent être un processus fluide qui apporte le bien-être au quotidien. Elle accorde plus d'importance et est résolument tournée vers les nouveaux médias. Le départ en retraite des baby-boomers permettra à cette nouvelle génération de trouver un travail plus rapidement dans les meilleures conditions. Mais malheureusement, depuis l'apparition de la crise sanitaire, cela n'est pas tout à fait sûr. Voici des exemples de publicités ciblées par rapport à un âge ou une génération. Et voici des exemples de communication intergénérationnelle qui essaie de toucher à tous les âges. Et en général, les marques font tout pour impliquer le plus de monde possible. Ici, on peut écouter Virgin Radio, quel que soit notre âge, par exemple. Passons maintenant au sujet des cibles sexuées. Quand les cibles sont réparties par le sexe, l'analyse est simpliste et stéréotypée avec une distinction des besoins et aspirations. Les acheteurs de voitures sont donc des hommes, les acheteuses de vêtements et parfums des femmes, et les consommateurs de jouets sont des enfants. Les publicitaires se servent de ces stéréotypes en les renforçant ou au contraire en les interrogeant et en les détournant. Les domaines utilisés pour cette communication stéréotypée sont la sphère publique et privée. Les problématiques des tâches ménagères reviennent aux femmes. Et si elles ont une vie professionnelle, elles occuperaient un poste à très fort cliché. Assistante, infirmière, etc. La famille, communauté et tribu sont des facteurs très importants, car l'approche sociologique peut se faire au travers de groupes identifiés. La famille nucléaire ayant subi des mutations sociales ces dernières années ébranle l'ancienne norme. Chaque nouveau type de famille fragmentée selon le cycle de la vie, comme les familles recomposées, monoparentales, etc., représente des microcultures et crée de nouveaux comportements de consommateurs. Pour ce qu'il en est de communauté et tribu, c'est une notion postmoderne. Les consommateurs se différencient par exemple au niveau de l'alimentation, halal, kasher, vegan, mais aussi par rapport aux pratiques culturelles avec la musique, par exemple. Les tribus sont constituées de modèles de référence, les surfeurs, les geeks, les otaku, etc. L'approche psychologique des cibles rencontre les motivations individuelles du consommateur et s'appuie sur 3 axes. La construction de la personnalité selon Freud, l'analyse des besoins et le passage du désir à la motivation. Selon Freud, il existe les 3 instances de la personnalité, le ça, le surmoi et le moi. Le ça est le siège des pulsions. Il est inconscient au sens descriptif du terme. C'est l'instance la plus profonde, celle à partir de laquelle les autres instances se seraient formées par différenciation. Ensuite, il y a le moi. Il a une activité consciente, préconsciente et inconsciente. Il doit gérer la réalité, les besoins. Il est le médiateur entre les désirs issus de ça et les interdits du surmoi. Le surmoi est donc l'intériorisation des interdits, notamment avec l'éducation qu'on a reçue. La publicité utilise le ça pour trouver des éléments moteurs échappant aux lois du raisonnement, du calcul pour trouver le chemin impulsif. Elle utilise le surmoi en mettant en scène l'image d'interdit, de tabou, et devient complice de la logique. La fin justifie le moyen. À condition
que la fin réside dans l'acquisition du produit. Et enfin, elle utilise le moi en faisant du produit un objet de rite, une aide à la bonne conscience, régulant les écarts et les transgressions aux règles établies. L'approche psychologique renvoie à la construction de l'individu, de l'être en formation et construction avec les besoins, les freins et les motivations. Les besoins sont des sentiments de manque, d'insatisfaction liés à l'origine d'une nécessité psychologique non contrôlée. Je vous laisse observer les travaux de Maslow et Murray afin de voir leur définition des besoins. Ensuite, il y a le passage du désir à la motivation. Les motivations, c'est le manque que va créer une tension génératrice d'une force qui va pousser un individu à agir dans un certain sens. D'après Johannis, il y a 3 types de motivation, besoins en mouvement. Les hédonistes basés sur le plaisir, oblatives basées sur le fait de faire plaisir, et auto-expression basée sur la revendication et la construction d'une identité. En termes de comportement humain, les freins sont ceux qui s'opposent naturellement aux besoins. Ils sont de 3 ordres. Les inhibitions, des pulsions négatives qui résultent de sentiments dévalorisants, frivoles, honteux. Image négative de la cuisinière qui achète des plats cuisinés, par exemple. Les peurs, qui sont des pulsions négatives provenant de difficultés réelles ou imaginaires, relatives à l'emploi d'un produit, par exemple l'achat d'un ordinateur. Et enfin, les risques, les incertitudes qui affectent l'acte d'achat. Acheter un produit de mauvaise qualité, par exemple. La communication cherchera à lutter contre ces freins en les identifiant et en les désamorçant. Ici, par exemple, la communication met en scène le frein lié à l'utilisation du crédit, mensualité trop importante, etc., et les moyens de le contourner, le geste stop. Pour les exemples de freins, il y a l'inhibition, ne pas regarder quelqu'un qui vous plaît de peur de passer pour quelqu'un de déplacé, par exemple. La peur, ne pas remonter sur un vélo après un accident, ou ne pas utiliser un produit technologique jugé trop compliqué, ou encore ne pas se faire opérer esthétiquement en raison des complications éventuelles. Et pour les risques, évaluation d'un choix vestimentaire, bonne taille, mode, longue durée, regard social, etc. L'approche psychosociale des cibles. Chaque consommateur vit en interaction avec d'autres personnes. Il appartient ou cherche à appartenir à un ou plusieurs groupes. Ce sont les groupes qui déterminent en partie le comportement et les attitudes de chacun de leurs membres. L'approche psychosociale étudie les ressorts psychologiques de constitution et d'évolution des groupes sociaux. La notion de groupe social. L'individu appartient à des sous-cultures diverses, groupes familial, social, professionnel, etc. Ce sont des groupes restreints qui déterminent la conduite de chacun. Ce sont eux qui véhiculent les modèles, normes, lignes de conduite et autres règles par lesquelles sont rendus possibles la cohésion et le bon fonctionnement de la vie en société. La distinction groupe d'appartenance, groupe de référence. Cependant, les valeurs et normes auxquelles se réfère l'individu peuvent être celles de son groupe d'appartenance ou celles de son groupe de référence. Le groupe d'appartenance est le groupe dont l'individu fait partie objectivement par statut social. Le groupe de référence est le groupe qui représente une référence pour l'individu, celui auquel il souhaitait appartenir. Et enfin, les deux groupes peuvent coïncider, mais ils veulent aussi entrer en concurrence. Les comportements de consommation sont donc déterminés par cette double influence, celle du groupe de référence étant parfois plus forte que celle du groupe d'appartenance. La récupération du concept de groupe par la publicité. L'individu consommateur est sous l'influence de ce code contextuel régi par le groupe. Il évalue le produit ou le service en fonction du type de consommation pratiqué par les sous-groupes au sein desquels il vit et se justifie. Il est attentif aux messages publicitaires dans lesquels il retrouve les normes et valeurs de son groupe. La publicité intégrative est une forme de publicité qui propose l'intégration à un groupe. Voilà, c'est la fin de la partie 1 du thème 4 de la matière culture de la communication. Cette vidéo était un petit peu longue, mais la toute dernière vidéo de cette matière sera sur les normes sociales et elle sera beaucoup plus courte. Voilà, je vous souhaite des bonnes révisions.